Alors aujourd'hui, on va se faire une petite consulte énergie. En fait, dans le nouveau paradigme que l'humanité doit défendre, euh, l'humanité doit comprendre que, un, il faut protéger la Terre, et deux, pouvoir se doter du triptyque pour vivre ensemble le plus paisiblement. Donc il faut, un, se doter d'une énergie, deux, d'une technologie permettant le remplacement du travail humain, l'accès au voyage spatial et la sécurité, et trois, de l'élévation des consciences. Donc l'énergie est évidemment un point central dans ce nouveau paradigme et qu'on a tendance à trop négliger. Régulièrement, les candidats aux élections présidentielles évoquent le sujet en passant, sans vraiment y prêter grande attention, euh, alors que faut bien essayer de faire comprendre aux gens que l'énergie est un point central dans l'éveil en collectivité. Euh, à ce sujet, je vous encourage vivement à vous intéresser aux vidéos de Jean-Marc Jancovici, qui est ingénieur polytechnicien, qui pour moi est la référence pour vous éduquer aux problèmes liés à l'énergie. Jean-Marc Jancovici dit d'ailleurs que le niveau de dépense énergétique est strictement corrélé au niveau de vie. Vous avez Francis Perrin dans Thinkerview qui déclare que l'énergie est un enjeu démocratique. Et Noël Mamère qui déclare que la plupart des conflits internationaux ont pour cause le contrôle des ressources énergétiques. Mais comment faire comprendre au grand public l'importance de l'énergie? Alors, évidemment, cette vidéo, je voulais la faire depuis un petit moment. Et il se trouve qu'aujourd'hui, en rentrant du travail, en bouffant ma pizza dégueulasse devant la télé, je tombe là-dessus. Le concours de l'homme le plus fort du monde. En fait, les gars, c'est des grosses masses de ouf qui s'entraînent comme des bœufs pour tracter des objets, porter des trucs, voilà. Et ces mecs-là, ils mangent, et je me suis renseigné, 20 000 kilocalories par jour. Sachant que le régime moyen d'un être humain normal, c'est à peu près 1500-2000 calories quand on est sédentaire ou peu actif, et 2 à 3000 calories quand on fait quand même beaucoup de sport. Eux, donc c'est 10 fois plus quasiment, c'est-à-dire que 20 000 kilocalories par jour. Et pour tracter péniblement un monster truck sur quelques mètres, pour arriver à soulever un bout de bois de quelques dizaines de kilos à plusieurs reprises, ces mecs-là, ils mangent 10 fois l'énergie qu'absorbe un être humain normal pour vivre une vie normale. Dans le même temps, quand on y pense, pour faire le même travail, c'est-à-dire par exemple lever un bout de bois, on a des images de grutiers qui portent tranquille une charpente entière, peinards assis dans leur truc, avec leur petite grue, en dirigeant le truc peinard, posant la charpente. Et ces gars-là, ils bouffent comme nous. Ils peuvent boire de la bière, être peinards, tranquille. Et avec un moteur et un petit peu d'essence, ce même Monster Truck fait des sauts de 20 mètres, fait des saltos. Donc vous vous rendez bien compte que le travail que peut fournir un être humain en mangeant 20 000 kilocalories par jour est nettement inférieur à ce que peut fournir une machine dans laquelle on met de l'essence. Et c'est incommensurable. Ce gars-là, il bouffe 10 fois ce que mange un être humain normal. Et pour le nourrir 10 fois plus qu'un autre, il faut des agriculteurs qui ont des tracteurs et qui ont de l'essence à mettre dedans pour cultiver un champ tout seul, éventuellement avec 2-3 drones et un petit plateau technique et informatique, alors que avant qu'on ait cette technologie et cette énergie, pour cultiver le même champ, il fallait 300 hommes pour faire le même travail et moins bien. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que sans énergie, on retourne à Notre-Dame-des-Landes. On n'aura plus assez de temps libre pour former des ingénieurs, pour former des astrophysiciens. C'est foutu. C'est-à-dire, le jour où on n'a plus d'essence à mettre dans nos tracteurs, on va tous retourner cultiver des patates et on arrêtera de faire des études supérieures, de faire du commerce international et
de faire des startups. Et je sépare volontairement l'enjeu de l'énergie de l'enjeu de la technologie. Quand on critique l'avion, l'avion c'est génial, ça permet de se déplacer à 800 km/h d'un pays à l'autre. On a même des avions qui font du Mach 2 qui permettent d'assurer notre sécurité. C'est super l'avion. Le problème c'est que dans l'avion on met du pétrole. Le jour où l'avion il vole avec de l'hydrogène, l'avion n'est plus un problème. C'est pas l'avion le problème, c'est le pétrole qu'on met dedans. Donc il faut séparer l'énergie de la technologie. Donc ce qu'il faut comprendre dans l'énergie, c'est ça. C'est que plus on a d'énergie, plus on peut agir sur le monde, modifier le monde, porter du poids, faire des distances, faire fonctionner notre technologie qui nous permet de nous aider dans de multiples tâches, notamment dans les tâches nécessaires à la vie. Le problème actuel, c'est que l'énergie, elle est fondée sur les énergies fossiles, le gaz, le pétrole et le charbon, qui sont polluantes et émettrices de CO2, donc majorant le réchauffement climatique, qui est déjà probablement lié déjà à une augmentation de l'activité solaire, mais qu'on aggrave par l'émission de gaz à effet de serre. Donc vous avez les énergies fossiles qui sont et polluantes et émettrices de gaz à effet de serre, le nucléaire qui n'émet pas de gaz à effet de serre, outre pour sa construction, mais qui est polluant, et les énergies renouvelables, l'éolien et le solaire, qui sont renouvelables mais intermittentes et polluantes dans leur construction. Donc, le problème, c'est pas l'énergie, c'est que notre énergie, elle est pourrie. Donc, il y a des gens qui disent, du coup, il faut essayer de diminuer notre consommation énergétique jusqu'à un point minimal qui permet de tout de même faire certaines activités, mais sans nuire à la planète. Moi, je l'entends, ce point de vue. Évidemment, tant qu'on n'a pas d'autre solution, il faut essayer de diminuer notre consommation d'énergie fossile pour ne pas polluer la planète et éviter de la réchauffer, ce qui sont accessoirement deux points séparés. Mais attention, diminuer notre consommation énergétique revient à avoir moins de capacité à transformer le monde, donc moins d'esclaves énergétiques et techniques pour nous assister dans nos tâches, et donc nécessairement une réduction du niveau de vie du fait d'une moindre consommation énergétique. Mais en soi, l'énergie, c'est absolument nécessaire. Donc l'idée de dire que si on arrivait à se doter d'une énergie non polluante et non nuisible à la biodiversité, à la planète et à son climat, ce serait génial. C'est souhaitable collectivement. On a tous intérêt à bosser sur le sujet. Alors, mon tonton disait toujours, il faut venir avec des solutions, pas avec des problèmes. Et il se trouve que ces solutions existent déjà et qu'il ne s'agit plus que d'une volonté politique de les mettre en place. Et j'entends par politique d'une volonté collective d'imposer à nos dirigeants politiques de mettre en place ces solutions. Premier constat. En France, on est plutôt pas mal côté énergie. Reprenons les chiffres, qui sont intéressants. On consomme 1500 TWh par an d'énergie finale. Pour les obtenir, il faut en produire 2600, puisque le rendement est de 60%. Sur ces 1500, nous en France, on en produit 1400. Et même pareil, avec un rendement de 60%, il nous en reste qu'à peu près donc 800 sur 1400, ce qui nous fait un delta de 700 TWh par an à se procurer ailleurs que chez nous. Et notez que 1500 consommées, 1400 produites, si on avait un rendement de 100%, on serait quasi à l'équilibre en France. Donc la France produit 50%, même un peu plus de 50% de son énergie, et qui est évidemment décarboné, puisque en France, c'est 75% de nucléaire et à peu près 20%, 19% d'énergie renouvelable et moins de 1% de fossile. Ce qui veut dire qu'on produit la moitié de l'énergie consommée en France, nous-mêmes, et de manière décarbonée. C'est pour cela d'ailleurs que l'argument qui consiste à dire que la France n'étant responsable que de 2% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale, il n'est pas urgent en France de transformer notre modèle énergétique, est vrai, il est tout à fait entendable. L'idée évidemment que moi j'ai derrière la tête, c'est que la France soit un exemple, que l'on défende un modèle qui puisse être un exemple pour montrer la voie au monde. Et la France a été à l'origine de la Révolution et des siècles des Lumières. Et oui, on peut avoir l'ambition que la France soit un modèle pour le reste du monde. Et je pense que montrer la voie aux autres ferait
la grandeur de ce petit pays qu'est la France. Cette énergie, comment elle est consommée? Eh bien, ces 1500 TWh consommés au final se répartissent comme tels. Il y a 50% dans le tertiaire et le logement, 30%, 28% dans les transports, 19% dans l'industrie et 3% dans l'agriculture. Ces 1500 TWh consommés par an en France produisent 4,1 tonnes de CO2 par habitant. Voilà notre problème. Donc, si on étudie notre problème, on a 50% de notre énergie qui est dépensée dans le résidentiel tertiaire. On a toutes les solutions dès aujourd'hui. On est vraiment là sur un problème purement normatif, c'est-à-dire il faut collectivement définir les normes de construction qui permettent d'être le plus saines pour l'environnement. Et deuxièmement, sur un problème de compétences, c'est-à-dire qu'il faut aussi développer des compétences pour étudier ces problèmes, les problèmes d'isolation, les problèmes de dépenses énergétiques, et voilà. Et tout ça est en pleine évolution en ce moment. Il y a constamment des reportages là-dessus, avec même des bâtiments maintenant construits de manière biologique, avec du renouvelable, qui sont même émetteurs d'énergie, hein, qui sont des bâtiments à dépenses négatives, c'est-à-dire qui récupèrent de l'énergie. Enfin, ça, on pourrait parler pendant des heures. C'est vraiment un problème de normes et d'imposer des normes de construction et développer des compétences qui permettent de réaliser ces constructions. Ça rejoint aussi l'autre partie du paradigme qui est le développement technologique, c'est-à-dire il y a même des reportages où on voit notamment pour coloniser Mars des imprimantes 3D qui utiliseraient la terre martienne pour imprimer en 3D des bâtiments. Il y a tout le sujet du troglodytisme, c'est-à-dire l'isolation des bâtiments. Au lieu de monter des gros gratte-ciel, creuser la terre permet d'avoir des bâtiments bien isolés. La géothermie, les pompes à chaleur. Donc en gros, moi, le truc, il est très simple. En gros, le problème du résidentiel et du tertiaire, il est déjà réglé. On a un problème normatif. Il faut construire des bâtiments bien isolés, qui sont chauffés avec des pompes à chaleur ou directement à la géothermie. Euh, et puis même, je m'étais relancé dans un délire où j'avais déjà un bâtiment avec carrément le toit végétalisé, la récupération des eaux de pluie pour faire fonctionner des petites turbines hydrauliques qui récupéraient, comme dans un barrage hydroélectrique, l'énergie de la pluie qui tombe. J'envisageais même aussi sur le problème de l'écologie pour le coup, de diviser évidemment les eaux vannes, les eaux usées et les eaux pluviales on pourrait même les diviser, ce qui est déjà fait. On pourrait même imaginer, même aller plus loin que, par exemple, lorsque vous prenez un antibiotique ou par exemple le diclofénac, qui est un produit qui n'est pas biodégradable dans la nature, lorsque vous êtes pendant une semaine sous diclofénac, votre chasse d'eau se vide dans un conteneur séparé qui sera traité à part. En revanche, si vous mangez des tomates biologiques qui poussent dans votre jardin ou sur votre toit végétalisé, que vous n'êtes pas malade et que vous prenez aucun traitement actuellement, et vous pissez dans les urines normales. Et au lieu de l'envoyer se faire traiter dans les stations d'épuration, on l'utilise comme engrais ou biofertilisant. Je veux dire, il devrait y avoir évidemment un composteur au pied de chaque immeuble. Il devrait y avoir pourquoi pas une petite éolienne sur chaque toit pour avoir un petit apport énergétique. Et puis, je vous dis, évidemment, tout ça, c'est des délires. Il faut axer sur donc les pompes à chaleur et la géothermie, et puis par norme diminuer au maximum la consommation de fuel et de gaz, qui certes est moins émetteur de gaz à effet de serre, mais tout de même qui est un combustible. Donc bref, tout ça c'est un sujet qui est largement développé, étudié de mille choses. On a toutes les solutions techniques pour faire tout ce que je dis là. Enfin, on peut même parler du problème du ciment, toute la production de tous les matériaux, de la récupération également, parce que c'est quand même scandaleux de détruire un immeuble et d'aller par ailleurs puiser du sable pour reconstruire du ciment qui est là sous nos mains. Donc évidemment, tout ça, c'est un sujet vaste, on pourra en parler pendant des heures, c'est étudié. On est encore une fois sur un problème purement de compétences et de normes. Il s'agit collectivement de définir les normes que l'on souhaite pour notre habitat, et que ces 50% de consommation énergétique réduisent, et voire même, ça pourrait même être producteur. Le tout étant de définir ensemble quel délai on se donne pour le remplacement des bâtiments, pour mettre en place ce chantier. Ça, c'est un chantier, pour le coup, qui ne peut pas se faire en 10 ans ou en 5 ans. Ça peut prendre 30 ans, mais il faut lancer cette voie-là, et on y est déjà. Deuxième problème, le transport.
qui consomme 30% de notre consommation énergétique. Euh, et évidemment que ces 30% sont 100% d'énergie fossile, et donc quasiment 100% d'importation. Et c'est notamment ce déficit commercial de la France dans les importations énergétiques qui est de 25 milliards, c'est 20 milliards de pétrole, 5 milliards de gaz, 1 milliard de charbon et un demi-milliard de biocarburants. Et d'ailleurs, dans ce déficit qui est de 25 milliards, on devrait être à 26, mais on exporte 1 milliard d'électricité. Donc nous avons un déficit commercial de 25 milliards euh, d'euros par an en 2020, qui correspond aux énergies fossiles. Donc ce deuxième point il est beaucoup plus intéressant et c'est tout l'objet de la transformation du transport. Parce que pour le coup, là ça pose vraiment une question technique. C'est-à-dire que si on ne met pas de pétrole dans la voiture, bah on met quoi? Plusieurs solutions ont toujours été connues pour faire avancer un truc, un objet ou n'importe quel mobile. Euh, vous avez vos propres muscles ou ceux d'un animal que vous utilisez pour vous propulser à votre place. Vous avez le vent, vous avez l'eau, le courant par exemple, l'air comprimé. Il y a eu des projets de circuits de tramway qui fonctionnaient à air comprimé. Euh, le charbon, le gaz, les biocarburants et le pétrole. Petit aparté d'ailleurs sur les biocarburants, moi c'est ce que j'appelle des cycles neutres. C'est-à-dire que, en gros, les biocarburants, je le mets quasiment à part du débat. Effectivement, vous cultivez un champ, les plantes poussent grâce à du CO2. Vous récupérez vos plantes, vous les transformez en carburant, vous le cramez, donc vous émettez du CO2 qui sont reconsommés par vos plantes, et c'est quasi à l'équilibre, mis à part la matière première qu'il vous faut pour construire votre outil. Le vrai sujet sur les biocarburants, c'est la surface allouée à leur production qui rentre en compétition avec la surface allouée à l'alimentation. C'est-à-dire que, comme le rappelle Jean-Marc Jancovici et d'ailleurs les membres du Shift Project, c'est de dire que pour produire l'énergie fossile consommée en France en biocarburant, il faudrait cultiver je ne sais plus combien de fois la surface de la France exclusivement en biocarburant. Et voilà. Donc en gros, le vrai enjeu des biocarburants, c'est que la surface, la ressource nécessaire à leur production est limitée, puisqu'il s'agit de la surface agraire qui est limitée, et que donc il y a une compétition entre l'alimentation et la production de carburant. Donc il n'y a pas 40 000 solutions, et c'est bien ce qui est en train de se passer en ce moment. Il faut développer la voiture électrique, voilà ce qu'on entend en permanence dans les médias, c'est la politique qui est prise actuellement. Alors, c'est pas une mauvaise idée, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit précédemment, la moitié de notre énergie consommée étant produite par nous-mêmes et essentiellement sous forme électrique avec 70% d'électricité nucléaire et 20% d'énergie renouvelable, le fait de développer en France la voiture électrique décarbone nos transports, puisque chez nous, l'énergie électrique est peu carbonée, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays comme en Allemagne où la production d'électricité est carbonée du fait de l'usage de centrales à charbon. Donc la voiture électrique en France est décarbonée, on encourage son développement, et évidemment c'est pour ça que malgré les cris et les plaintes des écologistes, Macron vient de autoriser la construction de centrales nucléaires supplémentaires, puisque évidemment développer la voiture électrique va de pair avec le développement du nucléaire. Euh, et d'ailleurs du financement des sociétés qui développent cela pour nous. Et d'où d'ailleurs le débat du fameux mix énergétique où il y a cette espèce de pseudo-guéguerre entre le nucléaire et la part qu'on va progressivement allouer aux énergies renouvelables, mais c'est pas un problème parce que de toute façon c'est les mêmes. Mais il y a une solution physique qui est bien meilleure que tout ça, c'est l'hydrogène. Tout le monde le sait, et à tel point qu'il y a un énorme lobbying qui est fait par les acteurs ou les supporters des autres sources d'énergie pour absolument éviter le développement de l'hydrogène, et au point que j'en suis arrivé à penser qu'il faut avoir cette force en France d'avoir la politique de chanter l'électrique. C'est-à-dire, ça peut être pas mal d'avoir quand même des voitures électriques puisqu'on produit beaucoup d'électricité et puis qu'on sait qu'on a quand même on peut sans problème alimenter un certain niveau de flotte électrique. Mais si on devait demain convertir l'ensemble du parc automobile à l'électrique, c'est ce qui se passe en ce moment. Vous aurez de toute façon
en corollaire de ça, à avoir à augmenter votre production électrique en France. Et avec tous les enjeux qu'il y a derrière sur la voiture électrique et d'ailleurs la production électrique, parce que bah, évidemment l'enjeu du nucléaire, certes décarboné, mais émetteur de déchets nucléaires, avec aussi tous les enjeux géopolitiques de la fourniture d'uranium. Pareil, on switch une ressource pour une autre dans la mesure où pour construire un véhicule électrique, il faut beaucoup plus de matières premières, de terres rares, et c'est bien pour ça que l'enjeu à l'échelle internationale, c'est de se doter des ressources qui sont dans le futur euh, nécessaires à l'électrification du parc automobile. Donc c'est exactement la guerre qu'on est en train de voir en ce moment euh, pour se doter des ressources permettant la transition vers l'électrique. Mais je pense que c'est une erreur, c'est-à-dire c'est l'hydrogène qu'il faut développer. Et tout le monde, enfin en tout cas beaucoup d'acteurs à l'échelle internationale l'ont compris, mais ce message n'est pas diffusé largement dans les médias. Je tiens à dire d'ailleurs que lorsque Nicolas Hulot quitte le poste de ministère de l'écologie en disant qu'il ne se satisfait pas de la politique des petits pas, il parle d'un sujet précis en réalité. Il parle du plan hydrogène qui a été publié en 2018. Pour l'avoir lu en détail, c'est un excellent plan. Toutes les idées sont dedans et je vous encourage à lire le plan hydrogène. C'est vraiment l'avenir, hein, il n'y a aucun doute. Techniquement, c'est la meilleure solution. Pour la mobilité, et la mobilité d'ailleurs, et le stockage des, des énergies renouvelables dans la mesure où la plupart des énergies renouvelables étant intermittentes, il faut pouvoir les stocker sous une forme ou une autre. Donc l'hydrogène pour la mobilité, pour le stockage, et j'ai récemment appris d'ailleurs par Jean-Marc Jancovici encore, que c'était très utile aussi pour réduire du minerai de fer de manière plus écologique et moins carbonée, ce qui impacterait l'ensemble de la métallurgie. Donc l'hydrogène présente vraiment de multiples intérêts industriels, il est déjà largement utilisé. L'hydrogène, c'est un marché de 800 millions de tonnes en France chaque année. Donc, excellente solution, mais peu médiatisée. Nicolas Hulot se plaignait de n'avoir eu un financement que de 100 millions d'euros. Et sa successrice, Barbara Pompili, a passé ce plan hydrogène de 100 millions d'euros à 7 milliards d'euros d'ici 2030, avec un déblocage immédiat de 2 milliards d'euros immédiatement dès l'annonce du plan de relance. Autrement dit, et c'est d'ailleurs assorti d'un discours de Bruno Le Maire, ministre de l'économie, qui met clairement à tous les acteurs de l'énergie en France les points sur les i sur l'intérêt de ce développement du plan hydrogène. Donc intéressez-vous à ce plan hydrogène, il n'y a que des bonnes idées là-dedans, et j'ai envie de dire que la seule chose qu'on peut lui reprocher, c'est le manque d'ambition à le mettre en place plus vite. C'est-à-dire que pour moi, il y a une urgence à mettre ce plan hydrogène. Donc pourquoi l'hydrogène, c'est la meilleure solution? L'hydrogène, sa combustion, produit de l'eau, d'où son nom de hydrogène qui génère de l'eau. L'hydrogène, c'est simple, vous avez une molécule de dihydrogène, parce que l'hydrogène n'est jamais présent seul, mais il est toujours associé à une autre molécule d'hydrogène. Donc vous avez du H2 que vous faites brûler avec de l'oxygène, et ça vous donne de l'eau. Donc c'est le meilleur combustible, puisque sa combustion produit de l'eau, et d'autre part, cette réaction est 4 fois plus énergétique libère 4 fois plus d'énergie que la combustion du pétrole. Trois critiques majeures sont faites à l'usage de l'hydrogène. La première est que l'hydrogène n'étant pas présent à l'état naturel dans l'environnement, sa production nécessite une consommation énergétique. Le deuxième, c'est le problème de stockage. L'hydrogène étant l'atome le plus petit de l'univers, c'est un gaz extrêmement léger, et donc il est compliqué à stocker. Et le troisième point, c'est l'usage de l'hydrogène. Sous quelle forme utiliser la combustion de l'hydrogène pour récupérer notre énergie. Or, ces trois problèmes sont d'ores et déjà résolus. Premier point, la production d'hydrogène. Effectivement, l'hydrogène est l'atome le plus fréquent dans l'univers. Il n'est jamais présent seul, il n'existe pas à l'état naturel. On l'utilise sous forme de H2, c'est-à-dire de dihydrogène. Jamais un atome d'hydrogène n'est seul, il est toujours associé au moins à un autre hydrogène. Mais cet H2, il s'associe très facilement à tous les autres atomes. Donc en fait, l'hydrogène, on n'a pas d'H2 à l'état naturel.
il est tout le temps associé à du carbone, de l'oxygène, de l'azote, en fait à quasiment tous les autres atomes présents dans l'univers. Donc l'hydrogène n'existant pas à l'état naturel, il faut le produire. Et pour le produire, il faut de l'énergie. Euh, le point corollaire de ça, c'est qu'on reproche à l'hydrogène d'être produit aujourd'hui à 95% par méthanisation. Autrement dit, on prend du méthane, CH4, un atome de carbone, 4 atomes d'hydrogène, et on en obtient de l'hydrogène et du monoxyde et du dioxyde de carbone. Donc c'est de l'hydrogène qu'on appelle gris, c'est-à-dire produit de manière carbonée. L'autre mode de production d'hydrogène, c'est ce qu'on appelle l'électrolyse, et qui est le fait de dissocier la molécule d'eau, H2O, en H2 et O2, c'est-à-dire que on fait la réaction chimique exactement inverse de la combustion d'hydrogène, c'est-à-dire qu'on prend une molécule d'eau pour récupérer H2O2, et en remettant H2O2 ensemble, on récupère de l'eau que l'on peut réélectrolyser pour refaire de l'hydrogène, et ainsi de suite. Ce qui en fait d'ailleurs une ressource parfaitement renouvelable, puisqu'il s'agit d'utiliser de l'eau. Utiliser de l'eau, qui d'ailleurs est largement disponible en France, et qui, mais j'y reviendrai, ça plutôt dans l'élévation de la conscience collective, qui sur le plan géopolitique est un événement extrêmement important, un argument extrêmement important, puisque avoir comme combustible un combustible que l'on peut produire à partir d'une ressource disponible en grande quantité chez nous, c'est évidemment un atout majeur géopolitique, géostratégique, un atout d'indépendance, de souveraineté et même d'intérêt démocratique. Enfin, c'est tout l'enjeu de l'énergie. Mais voilà. Restons sur le plan physique. Donc cette réaction H2O donne H2 plus O2 qui me redonne de l'eau, c'est un truc parfaitement bien. Le problème est d'arriver à produire de l'hydrogène de la manière la plus efficiente possible. Et bien ce problème est, on va dire, en très bonne voie de résolution, parce qu'il se trouve que Madame Florence Lambert, qui était ancienne directrice du CEA, a récemment, comme on dit dans le milieu, pantouflé pour devenir directrice d'une entreprise privée qui s'appelle Genvia, et qui a mis au point des électrolyseurs qui ont un rendement de 99%. C'est-à-dire que 99% de l'énergie qu'on y introduit, sous forme électrique, puisque c'est branché au secteur, permet de produire 99% d'hydrogène avec 1% de perte. Donc un rendement de 99%, si vous voulez, en fait, on s'approche presque d'un mythe physique qui d'ailleurs est débunké sur Wikipédia largement. C'est le fameux mythe de l'énergie libre, c'est-à-dire si on arrive à trouver un procédé qui a un rendement supérieur à 100, on se dote d'une énergie donc infinie, puisque on produit plus d'énergie que ce qu'on consomme. Et donc, c'est un peu le Graal le Graal du modèle énergétique, c'est d'arriver, si un jour quelqu'un met la main sur un procédé qui permet de générer plus d'énergie que ce que ça consomme, on obtient une énergie infinie. Et si cette énergie est en plus propre, non nuisible pour l'environnement, ça nous donne un atout majeur. D'ailleurs, c'est on aurait résolu le premier pied du triptyque. Mais bon, pour l'instant, l'énergie libre n'existe pas. Et donc, il faut faire avec ce qu'on a. Et donc, déjà, un rendement de 99%, on n'est pas surnuméraire, on n'est pas à un rendement de supérieur à 100, mais disons que 99%, c'est pas mal. Évidemment, ce rendement-là ne tient pas compte de la production électrolyseur. Il y a les anodes et les cathodes qui s'usent, mais qui sont en fait faits en matière pas si rare que ça, à base de nickel ou de composés céramiques. Donc vraiment, leur modèle, il est vraiment super bien. Et ils ont un rendement de 99%. Donc ça, c'est quand même un avancé majeur. Et d'ailleurs, cette dame a évidemment flairé le bon coup, puisque dès lors qu'elle a vu cette technologie arriver à maturité, elle a quitté son poste dans le public pour aller dans le privé. Et donc, comme bien souvent, nous avons sur fonds publics développé une technologie qui, une fois mûre, a été transférée au privé. C'est-à-dire que, comme dans beaucoup d'autres domaines, on privatise les gains et on rend public les dettes. Alors comment ça marche? C'est le procédé de l'électrolyse à haute température. En fait, en gros, pour le faire simple, si vous voulez électrolyser de l'eau chaude,
ça vous consomme moins d'électricité. Plus l'eau est chaude, moins vous allez avoir besoin d'électricité pour scinder votre molécule d'eau. Et d'ailleurs, il existe même le procédé de thermolyse, alors je ne sais plus, à partir de 3000 degrés, où l'eau d'elle-même, juste parce qu'elle est très très chaude, se sépare en oxygène et hydrogène. Donc, en gros, plus l'eau est chaude, moins vous allez avoir à consommer d'énergie pour scinder la molécule d'eau. Donc, et ça aussi, c'est développé dans plusieurs congrès. Il y aurait aussi une idée qui est vraiment révolutionnaire, c'est de coupler l'électrolyse à haute température avec les centrales nucléaires. Une centrale nucléaire, c'est quoi? C'est un truc qui utilise l'uranium pour chauffer de l'eau. Pour chauffer de l'eau, qui permet de fonctionner des turbines, qui récupèrent cette chaleur, qui permet d'alimenter un réseau électrique. Donc, une centrale nucléaire, ça produit de l'eau chaude et de l'électricité. Or, c'est exactement ce qu'il nous faut pour faire de l'électrolyse. Il y a un deuxième point, quand je vous parle de 40% de perte sur le réseau, c'est-à-dire que l'énergie produite par la centrale, on n'en récupère que 60% en bout de chaîne, puisqu'il y a de l'énergie qui est perdue par le transport de cette électricité le long des câbles. Donc si vous couplez un électrolyseur avec un rendement de 99% à une centrale nucléaire, vous obtenez 100% d'énergie convertie en hydrogène. Et donc, comme je le disais précédemment, on consomme en France 1500 TW, on en produit 1400 avec 40% de perte, on n'a plus que 800. Si on arrivait à convertir 100% de 1400 en énergie consommée finale, on en serait quasi à l'équilibre, donc autonome sur le plan énergétique. Deuxième point, le stockage de l'hydrogène, parce qu'effectivement, il est compliqué de stocker de l'hydrogène. L'hydrogène étant l'atome le plus petit de l'univers, il est extrêmement peu dense, et donc pour en obtenir de grandes quantités, il faut le stocker sous forme comprimée dans des objets. Sous forme de gel ou en le couplant avec d'autres molécules pour constituer des ergols. Il y a différents procédés utilisables. Le plus couramment admis pour être utile dans la mobilité, c'est la compression de l'hydrogène à 700 bars dans des réservoirs comprimés à 700 bars. Là, ça pose vraiment un défi technique, mais là aussi, le problème est résolu. Une entreprise a récemment annoncé s'être dotée d'une machine capable de tisser des petites fibres de carbone extrêmement denses qui permettent de créer des réservoirs plutôt légers, permettant de stocker de l'hydrogène à 700 bars. Donc deuxième problème résolu. Troisième problème, l'usage de l'hydrogène. Il est couramment admis que le meilleur usage à faire pour la mobilité, c'est l'utilisation de la pile à combustible. Je ne veux pas vous détailler les détails techniques de la pile à combustible, mais pour le faire simple, c'est l'idée de faire une batterie dont l'alimentation électrique est produite grâce à de l'hydrogène. Donc c'est une voiture électrique utilisant l'hydrogène comme source de production électrique. Ça nécessite l'usage de matières un petit peu rares, comme par exemple du titane pour la membrane qui constitue la pile à combustible. Donc oui, il y a le problème évidemment de l'accès aux ressources rares, aux terres rares. On repart sur cet enjeu-là. Mais là aussi, et il y a une solution qui est bien plus logique, c'est le moteur à injection directe. C'est-à-dire que vous injectez direct dans votre injecteur de l'hydrogène au lieu de l'essence, et vous faites votre arrivée d'air, pam, l'explosion qui fait bouge le piston, voilà, c'est vraiment l'hydrogène remplace l'essence directement sans passer par le truchement d'une pile à combustible. Donc, cette expérimentation de moteur à injection directe avait été faite dans les années 70 par BMW, et puis pour des raisons techniques, parce que l'hydrogène libère plus d'énergie, chauffe plus, c'était compliqué de faire un moteur qui résistait dans le temps à l'usage de l'hydrogène comme carburant, et du coup ça avait été abandonné, moi je dirais mis sous le tapis. Voilà. Toyota a publié récemment la première course d'une de ces voitures de rallye à moteur à hydrogène à injection directe. Donc, et c'est pareil, tout récemment, genre en 2020. Donc là aussi, on a un moteur directement à hydrogène, c'est-à-dire que là, il n'y a même plus d'histoire de pile à combustible, d'accès au titane. C'est un moteur normal dans lequel vous mettez l'hydrogène, enfin normal, il y a évidemment quelques améliorations à faire, ça c'est probablement un secret industriel protégé par Toyota,
Et d'ailleurs, Toyota, qui est une entreprise qui défend ce que je vous dis là, Toyota dit que le passage électrique est une erreur et qu'il faut passer à l'hydrogène. C'est l'un des fers de lance de ce développement du véhicule à hydrogène. Et ils ne sont pas tout seuls, hein. Il y a Hyundai, enfin bref. Donc il y a aussi beaucoup de constructeurs qui s'intéressent à ce procédé. Et ça laisse vraiment le sentiment que le développement de ce genre de procédé a subi de nombreux bâtons dans les roues. Par différentes forces à l'œuvre. Donc, hydrogène comme carburant en remplacement des énergies fossiles, il n'y a aucun doute là-dessus. La plupart des acteurs un peu spécialisés dans le domaine le savent. Airbus d'ailleurs a annoncé récemment que sur le plan technique, s'ils devaient mettre en place un avion hydrogène, ça leur prendrait moins de 5 ans. Et en fait, ce qui leur prendrait le plus de temps, c'est pas de mettre la technologie permettant l'usage de l'avion hydrogène, c'est d'étudier, parce que les réservoirs prendraient plus de place dans l'avion, c'est d'étudier commercialement comment rentabiliser un vol à avion à hydrogène, puisque l'avion aurait moins de place pour les passagers et plus de place pour le réservoir. Et donc sur le plan commercial, ça s'étudie. Mais sur le plan technique, il n'y a aucun problème. Et même Airbus l'annonce. Et d'ailleurs, l'étage supérieur de la fusée Ariane 5 et l'ensemble de la fusée Saturne 5 qui a amené les premiers êtres humains sur la Lune ne fonctionnait qu'avec de l'hydrogène et dont la combustion produisait que de l'eau. Et je conclurai cette partie-là en disant qu'on nous cache aussi sur ce plan-là le vrai enjeu, c'est-à-dire que effectivement la voiture individuelle est un souci qui consomme, enfin est un souci en termes de production de gaz à effet de serre qu'il s'agit de régler. Bien sûr que tout ce qui consiste à étudier ce souci en voulant réduire la taille des voitures, leur poids, en convertissant leur mode d'énergie pour de l'électrique ou de l'hydrogène, tout ça est un débat intéressant, mais il y a plus grave. Le transport maritime avec des supertankers qui sont à la base de l'ensemble du commerce international qui fonctionne au pétrole. Là aussi, solution technique déjà résolue. Il y a d'ailleurs un Thinkerview avec un intervenant qui s'appelle Paoli qui parle de tous les moyens qu'il met en œuvre pour développer une flotte de supertankers à hydrogène. Et d'ailleurs, le seul frein à cette mise en place est le coût. Non pas la technique c'est résolu, donc c'est vraiment le coût qui limite le développement des supertankers à hydrogène. Et je finirai par une petite remarque presque anecdotique pour certains, mais qui à mon sens mérite d'être rappelée. Il faut bien voir que la Terre est une planète qui fluctue entre périodes glaciaires et périodes de réchauffement. Il y a déjà eu sur cette planète des périodes bien plus chaudes que maintenant, avec un niveau de eau bien plus élevé qu'actuellement. On était d'ailleurs, on retrouve des traces d'une végétation tropicale à nos latitudes, qui d'ailleurs est à l'origine du pétrole que l'on consomme aujourd'hui, puisque ces plantes qui profitaient du soleil abondant pour pousser se sont retrouvées sédimentées et emprisonnées dans le sol, et c'est comme ça qu'ont été créées les énergies fossiles. Donc il a déjà fait bien plus chaud sur Terre, mais il a déjà fait bien plus froid. Et ça, c'est un autre problème. Et un argument que je n'entends jamais sur l'enjeu de la production de gaz à effet de serre, c'est que, je le résumerai tel quel, on allume le chauffage en plein été. Ce qui fait que, quand ce sera l'hiver, on n'aura peut-être plus de fioul dans le chauffage. Parce que autant émettre du gaz à effet de serre en contexte de réchauffement climatique, ça me semble être une mauvaise idée, mais autant avoir du gaz à effet de serre à émettre en période glaciaire, ce serait une excellente chose. Et en réalité, on se prive d'une petite ressource que la nature avait mis sous nos pieds et que l'on aurait pu utiliser à bon escient le temps venu. Et cette ressource, on la crame en aggravant un problème. Donc, c'est aussi, à mon sens, sur une vision plus large et du temps long, un problème qui me paraît intéressant de souligner. Donc, conclusion, la mise en place d'une filière hydrogène permettant le renouvellement de notre flotte de véhicules et d'assurer une mobilité est un enjeu majeur. Il est tout à fait accessible par le développement d'électrolyseurs plus performants et notamment les électrolyseurs à haute température que l'on peut associer aux technologies telles que le nucléaire ou le renouvelable pour produire notre énergie. Ce modèle me semble un modèle extrêmement intéressant à développer et un enjeu majeur dans les années qui viennent. Ensuite, donc troisième problème,
19% de l'énergie consommée dans l'industrie. Donc à mon sens, ce problème se scinde en deux. Il faut d'un côté évaluer la consommation de l'industrie en termes énergétiques, mais là, c'est résolu par les deux précédents problèmes. On peut leur proposer des électrolyseurs et de l'électricité pour fonctionner ou de l'hydrogène pour fonctionner leur camion, donc vraiment tous les projets industriels. Et puis après, bah, il y a le souci pour le coup physique que certaines activités humaines sont émettrices de réactions chimiques, productrices de gaz à effet de serre, qui permettent de créer des matériaux que l'on utilise. Alors là aussi, pareil, on est sur un problème purement de compétences et de normes. C'est-à-dire que le but, c'est de définir normativement les activités utiles à la collectivité et pour lesquelles on peut s'autoriser un certain niveau d'émissions de gaz à effet de serre, à partir du moment où cette émission représente un intérêt collectif, et en revanche bannir toute production de gaz à effet de serre ou de pollution d'ailleurs plus largement, qui consiste à servir des intérêts privés, c'est-à-dire à partir du moment où je pollue, eh ben j'ai une dette envers la société et j'accepte cette pollution uniquement si je suis utile à la société plus que je ne suis délétère. C'est la balance bénéfice-risque qu'on utilise toujours en médecine. Et ça, il s'agit de le définir normativement. Et puis, évidemment, l'autre partie, c'est la compétence technique, c'est-à-dire que, typiquement, l'exemple du minerai de fer, bon, si on arrive techniquement à réduire le minerai de fer par un procédé non émetteur de gaz à effet de serre ou à produire du ciment par un procédé non émetteur de gaz à effet de serre, et bien, effectivement, toutes ces solutions techniques sont à développer et à mettre en place. Et pour finir, 3% de notre énergie est utilisée dans l'agriculture. Et ben déjà, première remarque, c'est extrêmement peu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, 3% de notre énergie est utilisée pour se nourrir. Et vu que l'alimentation est quelque chose d'extrêmement important pour la survie d'un organisme vivant, il faut bien voir que dans toutes les générations qui sont succédées d'êtres humains, jamais une population n'a dépensé aussi peu d'énergie pour son agriculture et sa nourriture. Et avec 3% de la consommation énergétique en France, l'agriculture n'est pas mon problème principal. En gros, ce n'est pas les agriculteurs que j'irai faire chier en premier pour résoudre mon problème, même si là aussi, c'est un débat extrêmement important à avoir sur l'agriculture, son financement, ses résultats, ses objectifs. Et pour le coup, on est plus sur un problème évidemment de pollution plus que de réchauffement climatique. Et on finira par un peu de chiffres, un petit calcul permettant un peu d'évaluer les ordres de grandeur auxquels je me suis livré. Alors, je m'y suis pris tout seul dans mon coin, à peinard, tout seul chez moi. Donc c'est à la louche, mais pour vous donner une idée. Comme on le disait, il nous manque 700 terawatts an d'énergie finale à produire. 700 terawatts, la conversion euh, mathématique de l'énergie, ben on sait que 1 terawatt est égal à 3 10 puissance 15 joules. Donc, vu qu'il nous en faut 700, vous multipliez ça par 700, ça fait qu'il nous faut produire 2500 10 puissance 15 joules supplémentaires en France. 10 puissance 15 joules, ça représente 21 milliards de tonnes d'hydrogène. Je le rappelle, le marché de l'hydrogène en France est déjà de 800 millions de tonnes, soit d'1 milliard. Ce qui nous fait une augmentation de production d'hydrogène à multiplier par 20 dans les années à venir. Donc le facteur 20, il fait peur, c'est sûr, mais il n'est pas inatteignable. Alors, moi président, qu'est-ce que je fais? Alors première chose, petit aparté, je m'intéresse au plan de transformation de l'économie française, au PTEF, édité par le Shift Project, dont est membre Jean-Marc Jancovici, qui sont un collectif de gens de bonne volonté qui sont intéressés de près au sujet que je développe ici dans cette vidéo et qui proposent un plan de transformation de l'économie française visant à maintenir le niveau de vie au plus proche de ce qu'il est actuellement, tout en ayant tout en utilisant une énergie décarbonée. Et dans une des conférences, Jean-Marc Jancovici souligne un élément important, c'est qu'il ne faut pas attendre des politiques qu'ils prennent ce genre de décision. Ces décisions doivent venir du peuple.
Le Shift Project ne cherche même plus à influencer les décideurs politiques qui ne sont même pas au fait de ces enjeux-là. Ils n'ont pas cette formation, ce bagage-là, ce n'est pas des scientifiques, ils ne perçoivent pas le monde de manière physique, ils sont à l'ouest de ces sujets. Ils ne, ils ne sont pas armés pour comprendre ces sujets-là. Et donc, on n'a pas d'autre solution que de faire émerger cette conscience au sein du grand public, et ce sera aux électeurs d'être attentifs à la mise en place de dirigeants politiques qui mettront en place ces solutions, comme j'ai dit en introduction de la vidéo. Mais pour ça, il faut un plan, et alors ce que je vais faire, je vais vous proposer le livre. Moi, président, la première chose que je fais, c'est que je fais un discours de politique générale qui dit ceci. Les énergies fossiles ont permis un boom civilisationnel. Le nucléaire a doté la France d'une indépendance énergétique vis-à-vis du pétrole et du gaz naturel et d'une production énergétique décarbonée. Mais ces énergies menacent le climat, la biodiversité et la sécurité, alors stop. La première décision à prendre en 2022 par le futur président est de sanctuariser le marché de l'énergie. L'énergie est un bien public, le premier d'entre eux. L'énergie est à la base de toute l'économie et c'est un enjeu démocratique majeur pour la vie en collectivité. Et je propose même d'aller plus loin en proposant par référendum à mes concitoyens la chose suivante. Je propose que l'État garantisse un accès gratuit à l'énergie à tout citoyen, ce qui serait en fait une sorte de revenu universel en nature, c'est-à-dire je ne vous donne pas d'argent, mais je vous donne de l'énergie. Vous en faites ce que vous en faites, ce que vous voulez. Si avec ça vous voulez monter une société, transporter du blé ou aller en vacances, vous faites ce que vous en faites, mais vous avez une énergie qui vous est attribuée par l'État et qui fonctionne de votre activité et de votre demande. Parce que ce qui est intéressant dans ce concept, c'est que du coup, si l'énergie devient gratuite pour le concitoyen, l'État a intérêt à en dépenser le moins possible. Et ce qui fait que l'État a tout à fait intérêt à encourager la sobriété énergétique en évitant de dépenser bêtement de l'énergie, comme par exemple avec ce qu'on disait sur l'isolation des bâtiments. Enfin, voilà, donc j'ai de ce fait-là intérêt à dépenser le moins d'énergie possible, enfin de ne pas la gâcher, mais en revanche de mettre tous les moyens de mon côté pour avoir le plus d'énergie possible à disposition pour justement maintenir mon niveau de vie et permettre à mon économie de fonctionner le plus aisément possible. L'énergie, c'est le carburant que l'on met dans l'économie. Ensuite, si je suis élu, ma première décision, c'est d'aller voir mes petits partenaires européens et de leur expliquer ça. Je décrète que l'énergie est un enjeu régalien, que j'exclus du marché libéral. Donc, arrêt de l'obligation de privatisation de mes barrages hydroélectriques. Deuxièmement, arrêt de la libéralisation de la distribution de l'électricité en France, et j'insiste, distribution, parce que la production reste largement à la main des anciennes structures appartenant à EDF. C'est la distribution de l'électricité qui est libéralisée. Troisièmement, objectif de switch des énergies fossiles pour l'hydrogène en 5 ans. Et je propose à mes concitoyens un quasi-effort de guerre, de la même manière que Hitler a réussi à refinancer son pays en réarmant la Rhénanie. Il a remis en place une politique d'industrialisation qui a permis à l'Allemagne de remonter la pente sur le plan économique. De la même manière, je propose à mes concitoyens un effort de guerre sur mon plan hydrogène pour l'accélérer. Voilà, je propose, on a un problème de chômage en France, et bien écoutez, si vous n'avez pas mieux à faire de votre temps, venez nous aider pour mettre en place la filière hydrogène, tant sur le plan technique, d'ingénierie, que même sur le plan BTP, c'est-à-dire il faut construire des stations hydrogène, il faut construire des réservoirs hydrogène, il faut construire des électrolyseurs, enfin il y a toute une filière, une gamme de métiers autour de l'hydrogène à développer, qui sont pour le coup des métiers d'avenir certains. Donc je propose un effort de guerre et je propose à mes partenaires européens de sortir le financement de cette transition énergétique
du calcul de la dette, les fameux règles des 3% de Maastricht, qui ne seraient pas, donc les efforts d'investissement dans ce domaine ne seraient pas pris en compte dans le calcul de la dette. Et soit ils veulent, soit ils veulent pas. Moi, c'est là où je suis d'accord avec Asselineau, François Asselineau de l'UPR, activation de l'article 50 et sortie des traités de l'Union européenne. Je ne tolérerai pas qu'on essaye de freiner cette transition. Deuxième point, je convoque mes petits partenaires du nucléaire en France et je leur intime l'ordre de se rapprocher de la filière de l'hydrogène pour mettre en place cette fameuse électrolyse à haute température et développer cette solution dans les meilleurs délais et au maximum. Euh, il est évident que c'est un marché qui représente la moitié de ce qui est dépensé par les Français en France, c'est-à-dire que je me suivrai de la même manière un petit calcul. Les Français dépensent 168 milliards d'euros par an dans leurs dépenses énergétiques, à moitié quasi pour le logement et à moitié pour la mobilité. Donc 168 milliards auxquels on retire 60 milliards de taxes. C'est-à-dire que l'État se sucre de 60 milliards sur ce marché de l'énergie, ce qui représente 2% du PIB. Donc 168 moins les taxes, ça fait que les Français ont dépensé 109 milliards. Ces 109 milliards, il y a 25 milliards d'euros d'importation par an, donc il nous reste 84 milliards, qui sont en gros le gâteau que se partagent les acteurs du non-fossile en France. C'est-à-dire 75% de nucléaire, 25% d'énergie renouvelable. Donc ils se partagent un gâteau quand même de 84 milliards, financé par notre blé à nous, ces gens-là. Donc il est quand même un petit peu raisonnable de penser qu'on puisse leur imposer, en tant que client, nos choix. Et évidemment, ça ouvre tout le débat du nucléaire, qui est certes absolument nécessaire à notre indépendance énergétique, mais qui est polluant et qui présente des risques. Donc il y a notamment une question qui est assez peu aussi médiatisée, mais qui est celle du passage à l'usage du thorium. En fait, l'usage de thorium dans la production d'énergie nucléaire, d'électricité d'origine nucléaire, permet d'avoir des produits, des déchets, beaucoup moins embêtants à traiter. Le problème de l'usage du thorium, c'est que ça ne permet pas d'enrichir de l'uranium qui, parallèlement, est nécessaire à notre armée, à notre armement et à la production de bombes nucléaires. Donc, alors on pourra toujours tolérer qu'il y ait une usine ou deux qui utilise de l'uranium pour pouvoir quand même avoir 2-3 bombes nucléaires si la collectivité décide que ça présente un intérêt collectif. En revanche, pour la bête consommation énergétique, il est très important d'étudier sérieusement de passer à l'usage du thorium. Deuxième point, dans le nucléaire, il y a un autre sujet qui est un peu, bon, pareil, qui n'est pas trop développé dans les médias, mais il y a le problème de ITER. C'est-à-dire que, évidemment, tout le monde a conscience que le fait de se doter d'une énergie libre et illimitée est un enjeu majeur, et donc on a engouffré des milliards et des milliards d'euros dans ITER, qui est en fait le projet de fusion nucléaire. C'est-à-dire, au lieu de faire fissionner des atomes, au lieu de les faire éclater, on les fait fusionner, on les fait se regrouper. Cette libération libérant beaucoup d'énergie. Mais pour être extrêmement informé sur le sujet et l'évolution d'ITER, c'est un projet sur le papier très bien, mais qui, alors pour le coup, on est vraiment face à un problème technique. C'est-à-dire que la mise en place technique de la fusion pose d'énormes problèmes scientifiques. Et les gens qui sont un peu au courant de ITER estiment que ITER, ça pourra être valable, mais peut-être dans 150 ans. Donc ITER, très bien. Moi, je crois qu'il faut se poser la question des thunes qu'on alloue à ce projet. Deuxième point, les réacteurs de nouvelle génération. Je veux bien, moi, qu'on refasse plus de réacteurs pour alimenter l'électricité, la production énergétique en France. Mais il faut savoir que sur l'EPR4, on est passé à un budget de 13 milliards d'euros et l'EPR devant être livré en 2012 n'est toujours pas livré. Donc on engouffre dans ces projets des milliards d'euros qui, à l'opposé, quand on voit qu'un petit électrolyseur coûte quelques centaines d'euros, on se pose quand même des questions sur l'intérêt collectif de ces dépenses et on se demande, comme toujours, quand il s'agit de dépenses publiques, quel intérêt servent-ils? Est-ce que ça sert l'intérêt public ou est-ce que ça sert l'intérêt privé? Et évidemment, le nucléaire pose le problème de sa sécurité, donc ça,
l'autorité de sûreté nucléaire est censée y veiller avec de nombreuses euh, fautes d'étourderie dans leur travail. Ou encore récemment, ils ont montré que sur une usine, il y avait plusieurs incidents majeurs qui n'avaient pas été remontés au niveau de ce service d'audit et de, de, de vérification de la sécurité nucléaire. Donc effectivement, après, ça c'est un débat qu'on doit avoir aussi collectivement. Je propose ça à mes concitoyens. Écoutez, moi, on a besoin de nucléaire pour être euh, indépendant, mais quel temps on se donne pour s'en passer? Est-ce que c'est 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 200 ans? Et quels risques sommes-nous prêts à prendre pour cette indépendance? C'est-à-dire que euh, voilà, on a sur notre sol un produit dangereux, et bah, est-ce qu'on considère que ça vaut le coup de l'avoir ou non? Et ça, je crois que c'est une décision, euh, une réflexion collective à avoir. Ensuite, un peu dans la même idée, il y a toujours ce débat dans le réseau énergétique qui est de la centralisation, de la relocalisation. C'est-à-dire que, évidemment, quand il s'agit de produire une électricité nucléaire, vous avez intérêt à avoir une grosse centrale au milieu d'un champ, d'ailleurs qui paye des taxes foncières extrêmement importantes pour faire oublier à tout le monde qu'ils vivent à côté d'une bombe nucléaire. Donc vous avez intérêt à avoir une centrale au milieu d'un champ et puis à faire partir de là des fils électriques partout en France. Quand il s'agit de produire de l'hydrogène, c'est pas forcément vrai, parce que imaginons que vous ayez chez vous une maison bien isolée, avec un petit panneau solaire sur le toit, et que vous soyez en plein mois d'août. Votre panneau solaire, toute la journée, va produire l'électricité pour rien, d'ailleurs que vous réinjectez dans le réseau, donc c'est pas perdu a priori, hein, sauf si bah, tout le monde est au soleil au même moment. Mais voilà, mais il serait plus logique de convertir cette énergie en hydrogène que je mets directement dans ma voiture. Mais vous imaginez bien qu'avec une politique de réseau, après des dizaines d'années à mettre en place des réseaux d'alimentation pour apporter l'énergie partout, les réseaux de gaz, les réseaux électriques, vous imaginez bien que les acteurs, les distributeurs d'énergie voient d'un mauvais œil que vous fassiez votre truc dans votre coin tranquille. Donc il y a aussi vraiment ce problème-là qui est que il semblerait beaucoup plus logique de relocaliser une partie de la production énergétique. Moi, j'habite à quelques centaines de mètres d'un fleuve qui toute la journée fait marée haute, marée basse puisqu'il se jette dans la mer. Et ben écoutez, moi là-dedans, moi qui habite dans cet endroit-là, il est plus intéressant pour moi d'avoir pour m'alimenter en électricité, une turbine marémotrice le long de la Dour, une éolienne ou deux, il y a quand même du soleil, j'habite dans le Pays Basque, donc quelques panneaux solaires, et puis moi avec une maison bien isolée, et puis tous les moments où ma maison, bah, je n'utilise pas son énergie, je la convertis en hydrogène pour le mettre dans ma voiture et mon scooter, si vous voulez, à partir de là, moi j'ai plus besoin d'EDF ou d'entreprises qui vont se monter dans l'hydrogène en sachant que c'est les mêmes acteurs, encore une fois, que ceux des autres branches. C'est-à-dire que les petites startups privées qui ont développé des projets intéressants ont tout de suite été rachetées par les plus gros et qui, alors pareil, on va dire, diffèrent la mise en place de ces solutions. Encore une fois, c'est comme quand Apple vous sort un iPhone, sachez que Apple, ils ont déjà l'iPhone 25, mais ils vous vont vendre avant le 25, le 12, le 13, le 14, le 15, le 16, le 17, le 18, le 19, le 20, et jusqu'à 25, avant de vous vendre le 25. Donc évidemment qu'ils n'ont pas intérêt non plus à que ça aille trop vite, parce que comme le disent tous les pays de l'OPEP, il y a beaucoup de gens sur cette planète qui ont en tête de consommer le pétrole jusqu'à la dernière goutte, parce qu'ils savent déjà qu'on a les solutions. Faut pas, l'OPEP se réunit tous les ans sur ce sujet-là. Donc ils ont déjà les solutions, mais ils ne les mettent pas en place pour utiliser le pétrole jusqu'à la dernière goutte, puis nous faire avaler l'électrique jusqu'à la dernière goutte pour continuer d'enrichir Areva et tout ça. Et puis après ça, bah, à un moment, tout le monde va quand même voir que l'hydrogène, c'est quand même la solution, et puis essayer de... Enfin, l'hydrogène, évidemment, éviter la perte, enfin, de gâcher de l'énergie. C'est-à-dire, voilà, comment on appelle ça, la sobriété énergétique est évidemment essentielle, mais en corollaire de ça, évidemment que l'hydrogène est la meilleure solution pour remplacer l'énergie fossile. Mais beaucoup de gens sur cette planète n'ont pas intérêt à ce que ça se mette en place trop vite non plus. Et ensuite, pour ce qui est des énergies renouvelables, eh ben, je vous laisse à l'ensemble des débats qui sont tenus sur ce sujet. C'est une très bonne chose, mais ça pose deux soucis. Il faut beaucoup de matériaux de construction, et notamment des matériaux rares, pour produire ces outils comme les éoliennes, les panneaux solaires, et donc, ou les pompes à chaleur, la géothermie. Enfin, il faut des matériaux pour produire ça. Et donc, eh ben, il faut que la France se dote de l'accès à ces ressources. Euh,
Deuxièmement, ces énergies sont renouvelables mais intermittentes et il faut un système de stockage. Et on revient au stockage le plus logique qui est de le stocker sous forme d'hydrogène, toute l'énergie surnuméraire fonctionnée, enfin, produite par les énergies intermittentes. Et, euh, et il y a même d'autres systèmes qui ont été étudiés, comme les systèmes de volants, qui sont en fait le fait d'emmagasiner l'énergie électrique sous forme d'énergie cinétique. On fait tourner un énorme bloc en béton à une grosse vitesse, ce qui fait que ce béton, dès qu'il est plus alimenté d'électricité, par inertie, restitue comme une dynamo l'électricité. Donc c'est en fait la conversion d'énergie cinétique par les volants béton, mais qui demande une conservation de béton, voilà, qui a été étudiée aussi par un chercheur qui sort ça et qui montre qu'il arrive avec des matériaux assez peu de matériaux à faire son volant. Et puis il y a aussi les fameux systèmes de stockage sous forme d'énergie cinétique. C'est-à-dire en gros l'idée c'est que vous avez une grue qui, quand elle est alimentée d'électricité, monte des blocs de béton en hauteur. Et lorsqu'on a besoin d'énergie, les redescend. Et la descente du béton, on récupère l'énergie cinétique, potentielle qu'elle fournit pour récupérer de l'énergie. Donc ça, c'est un système de stockage, mais soyons clairs, l'hydrogène est plus logique. Vous avez votre éolienne qui est au soleil et qui ne consomme pas d'électricité, bah, hop, elle est couplée à un électrolyseur qui vous produit de l'hydrogène et qui est stocké dans la pression à 700 bars. Et il y a même certaines propositions de financement faites par différents acteurs. Je citerai par exemple l'idée de banque climat proposée par Pierre Larouturou, d'ailleurs qui est un député européen qui milite par ailleurs également pour la mise en place de la taxe Tobin, c'est-à-dire la taxe sur les transactions financières, considérant qu'il serait tout à fait acceptable de taxer à minima les transactions financières et de récupérer cet argent pour financer notre transition écologique. Évidemment, la taxation des GAFAM va avec. Il y a aussi les politiques de planche à billets qui pourraient être faites par la Banque centrale européenne, ce qu'on appelle les politiques de quantitative easing, qui permettra aussi de le financer, l'effort budgétaire pour mettre en place cette transition écologique, et qui d'ailleurs a été technique d'ailleurs qui a été utilisée pour la prise en charge du Covid. Et enfin, quelque chose d'un peu plus distrayant, disons, mais qui, quand on s'y intéresse, pose beaucoup de questions. C'est ce fameux thème de l'énergie libre qui est quasiment considéré comme du complotisme sur Internet ou par des spécialistes du domaine. Donc l'énergie libre consistant à dire on pourra mettre en place une énergie libre et infinie qui peut générer plus d'énergie que ce qu'elle consomme. Et donc effectivement, à partir du moment où on se doterait d'une énergie libre, eh bien, on aurait résolu le premier pas du triptyque. Évidemment, scientifiquement, il est admis qu'aucun rendement ne peut être supérieur à 100%, puisque rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, et que quelque chose ne peut pas générer plus d'énergie que ce qu'il en consomme. D'ailleurs, c'est l'un des fondements de la physique, c'est la deuxième loi de la thermodynamique, qui serait remis en cause par un procédé générant plus d'énergie que ce qu'il en consomme. Or, et ça aussi, ça évolue un petit peu en ce moment, il y a toujours eu des publications ou des chercheurs qui sont intéressés à ça. Et on peut citer par exemple le cas de Stanley Meyer, dont on dit qu'il avait réussi à créer une pile à eau surnuméraire, mais qui serait mort dans une mort accidentelle, je ne sais où. Donc il y a plusieurs procédés comme ça qui ont toujours été étudiés. Moi je m'étais renseigné sur l'effet Dumas par exemple, qui était en gros un inventeur ardéchois qui, en utilisant deux boules en métal séparées d'un certain espace, arrivait à faire résonner l'eau et en fait à chauffer de l'eau avec un rendement supérieur à 100%. Ça a été aussi, j'ai vu beaucoup de débunkers de ça qui ont étudié les rendements et ils disent qu'avec le chauffement de câble, machin, là, on n'est pas à 100% de rendement, mais à 99% de rendement. Enfin, ce qui reste un rendement exceptionnel par rapport à nos moteurs thermiques qui, je le rappelle, ont un rendement de 30%, ou notre rendement global énergétique qui est de 60%. Il y a déjà un mec qui se ramène avec du plus de 60%, il faut commencer à s'y intéresser, quoi. Vous avez également les cas des moteurs magnétiques Minato, qui sont des moteurs magnétiques et qui consomment extrêmement peu d'énergie. Vous avez, et qui sont d'ailleurs largement utilisés au Japon, et il y a eu un gros lobbying de fait pour interdire cette technologie, dans l'usage notamment électroménager, pour faire tourner des machines à laver, tout ça. Et il y avait aussi la fusion froide de Jean-Pierre Biberian, qui est un chercheur français et qui reprenait une vieille expérience qui consistait à observer que
en mettant de l'hydrogène en contact du palladium, ça forçait les atomes d'hydrogène à rentrer, si vous voulez, un peu comme des petites niches de palladium, et ça les forçait à fusionner, ce qu'on appelle la fusion froide. Donc ça aussi, c'est un mythe considéré comme presque quelque chose de... C'est au même niveau que le sujet sur les ovnis ou la vie après la mort. Mais la fusion froide, il y a quand même pas mal de publications scientifiques qui montrent leur intérêt. Je me suis particulièrement, moi d'ailleurs, intéressé au cas de l'énergie libre Tewari. En fait, l'Inde a mis en place un procédé. Alors, c'est en gros, enfin, par un effet de bobine magnétique, ils arrivent à produire de l'énergie et ils obtiennent des rendements actuellement de 258% et ils pourraient avoisiner les 300%. Cette technologie Tewari a été c'est extrêmement compliqué de se renseigner dessus, il y a très peu de publications sur Facebook, mais quand on creuse un peu, on voit que c'est quelque chose de tout à fait sérieux, et même l'Inde a récemment publié dans le Times Inde qu'il était hors de question que l'Inde stoppe sa politique de développement de centrales Tewari, et au contraire souhaitait bien le développer d'autant plus. On peut citer également les travaux de Nikola Tesla, qui aurait bûché et œuvré toute sa vie sur ce concept d'énergie libre, et notamment en se basant principalement sur l'électromagnétisme, et qui aussi a une fin de vie un peu, disons, bizarre, où la CIA serait revenue immédiatement après sa mort récupérer des malles dans lesquelles il stockait ses données. Enfin, donc il y a quand même pas mal de petits sujets qui sont intéressants, qui passent pour être du complotisme ou des choses complètement euh, en dehors de la réalité. Mais quand on se plonge dans ces domaines, on s'aperçoit quand même quelques trucs intéressants, et ça mériterait d'être étudié sérieusement, et j'entends hors lobbying. Parce qu'évidemment, on le rappelle, beaucoup de gens sur cette planète font beaucoup d'argent avec l'énergie, le marché de l'énergie, et évidemment n'ont pas intérêt à ce qu'un jour on mette en place une énergie euh, libre. Conclusion. Moi, président, la France garantit à la population l'accès à l'énergie gratuitement et déclare l'énergie bien public. La France finance sa transition énergétique en empruntant sur les marchés hors règle des 3%, en utilisant le pouvoir de création monétaire de la BCE ou de nous-mêmes si on sort de l'Europe, et ou en taxant les transactions financières et ou les GAFAM. En 5 ans, arrêt de la consommation des énergies fossiles et dans un délai raisonnable de l'énergie nucléaire en discutant le passage au thorium. En attendant mieux, passage à l'hydrogène pour la mobilité et le stockage du renouvelable relocalisé, et financement de l'éco-habitat et de la recherche fondamentale sur l'énergie et les énergies alternatives à étudier sérieusement hors lobbying, et notamment sur l'énergie libre. Je vous remercie infiniment de votre attention.